10 maintenant. On attend un petit coup, encore une minute, et on attaque ce webinaire. Excellent, sur les guêpes et les parfait. frelons. Ok, bon. Alors, donc pour ceux qui viennent de se connecter, donc ravi d'être parmi nous ce soir avec Benoît. On va donc vous faire un petit topo. Alors pareil, hein, ça reste un webinaire, donc pas d'attestation, pas d'émargement ni quoi que ce soit. On est là, c'est pour l'échange d'informations. N'hésitez pas à nous poser des questions via le chat. Il y a Benoît qui sera au clavier. J'ai aussi Romain qui est là. J'ai vu qu'il y avait Julien, Grégory. On a aussi toute notre équipe de formateurs qui est là aussi derrière pour éventuellement vous répondre au fur et à mesure. Hein. Et c'est vrai que c'est top d'avoir nos stagiaires qui reviennent pour échanger sur différents sujets. Et ce soir, ça va être les sujets donc sur les guêpes et les frelons et comment intervenir avec les bonnes pratiques. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on a une petite demi-heure, hein, mais l'objectif, c'est de se remettre un petit peu dans le vif du sujet en sachant que ça ne va pas tarder à commencer. Le printemps arrive, le soleil aussi. Donc, à vos cannes, quoi, pour être clair, à vos poudreuses, hein, en sachant qu'il est quand même fondamental de faire quand même très attention, et je vais insister sur cette notion de lutte raisonnée. Hein. Arrêtons de balancer des produits dans tous les sens, n'importe où, n'importe comment. Hein. Faites les choses de façon raisonnée. Hein. Ouais, attention, parce que les fondatrices, aujourd'hui, vous pouvez aussi choper de l'abeille. Hein. Hein. Donc, attention, dans la gestion du piégeage, partez pas dans des piégeages un peu aléatoires. Regardez bien l'environnement où vous êtes pour éviter de choper aussi dans vos pièges, hein, potentiellement, des reines aussi, des fondatrices abeilles. Quoi. Ça, c'est super important. Attention dans le piégeage. Hein, faites pas tout n'importe quoi. Faites-le de façon également raisonnée. Alors, au niveau du programme de ce soir, donc on va avoir 4 parties. 4 parties. Donc, moi, je ferai la partie contexte et intérêt de notre environnement sur les risques sur la santé des hyménoptères. Et Ben fera toute la partie méthode de lutte, le matériel, les bonnes pratiques. Je reviendrai aussi où Ben le fera hein, sur toute la partie, entre guillemets, gestion des drones ou des paintballs. Hein, voilà. Romain vient de me le dire, voilà, on protège les pollinisateurs. Oui, on protège les pollinisateurs. On n'est pas là pour tout dézinguer. Hein, pour ceux qui connaissent, j'ai quand même un franc-parler. Je ne suis pas là pour dire, pour faire la langue de bois. Je suis plutôt du genre à dire les choses comme elles le sont. Hein. Voilà. Et puis Ben vous fera un petit topo aussi sur les formations guêpes frelons qu'il anime au quotidien également. Hein. Voilà, voilà. Alors, juste pour resituer un petit peu hein, la biologie des hyménoptères, parce qu'il est important aussi de savoir quelle est la cible aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un hyménoptère? Eh bien, un hyménoptère, effectivement, c'est bien un animal. Hein, c'est bien partie de la catégorie des arthropodes. Un arthropode, c'est quoi? C'est un animal avec un exosquelette et des pattes articulées de façon très simple, avec un corps segmenté. Hein. Et les hyménoptères, donc les guêpes, les frelons, hein, font partie de la famille des insectes. Hein. C'est-à-dire que pour utiliser on va dire un pesticide, quand je dis pesticide, ça englobe tout ce qui est raticide, insecticide, désinfectant, ça c'est des pesticides. Hein. Et ben il faut bien avoir la cible pour pouvoir adapter son traitement par la suite. Si vous plantez de cible, hein, voilà, ben vous allez finalement vous planter hein, également de méthodologie par derrière. Hein, ça c'est clair. Hein. Voilà. Hein. Alors, j'ai une petite question, c'est quoi? Voilà, petit retour sur la conférence du GDS, pas de mise en place de piégeage ici. Il gère tout, il gère le tout avec le Fredon. Si c'est le cas chez vous. Alors, le GDS, les Fredons, il faut savoir que c'est des organismes particuliers. Certains se prémunissent de dire, ben voilà, si vous n'êtes pas formé par le GDS ou de la Fredon, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Ce qui est totalement faux. Aujourd'hui, il n'y a aucun règlement. Hein, qui stipule que vous devez être formé par les GDS ou par la Fredon. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, on dépend du règlement sanitaire départemental hein, et pas des GDS qui, parfois, se donnent, on va dire, et Ben, tu vas me couper si je me trompe, qui se donnent, pour moi, un peu des passe-droits. Voilà. Hein. Aujourd'hui, on dépend du règlement sanitaire départemental. Il n'y a aucun arrêté préfectoral ou municipal qui dit que vous devez passer par les GDS ou les Fredons. Hein.
Ça, Non, je non, les suis fredons, c'est clair, hein, Nico, les fredons et les GDS sont ici pour organiser la lutte au sein d'un département, mais en aucun cas ils sont là pour réguler l'activité des indépendants. Voilà, ils ont un rôle d'organisation quand c'est possible, hein, parce qu'il faut les moyens humains et financiers pour ça, et c'est loin d'être le cas de tous les GDS en France. C'est pour ça qu'on a au niveau du territoire, bah, c'est inégal, hein, il y a une lutte qui est inégale et chacun va pouvoir le voir dans son département. Mais effectivement, les GDS et les fredons ne sont pas un passage obligé en tant qu'indépendant du domaine de la 3D, clairement. Voilà. Alors effectivement, hein, des débats sur les piégeages, comme le Romain le dit, on va en avoir tout le temps, à savoir à partir de quel moment je mets des piégeages. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on va mettre du piégeage à partir du moment où c'est qu'on doit s'assurer que je n'ai pas forcément de risque de piéger des abeilles dans l'environnement. Voilà. Ça, c'est vraiment primordial. S'il y a un risque de piéger des abeilles, bah, le piégeage, on va faire quand même très très attention là-dessus, hein. Voilà, c'est vrai que le piégeage précoce est important, Rome, pas de souci, à condition de s'assurer que je n'ai pas des ruches ou des abeilles qui sont pas très loin pour éviter de choper aussi des abeilles également. Voilà. Alors, donc, nos hyménoptères, effectivement, ça fait partie de la classe donc, des insectes, hein. Comment je reconnais des insectes? Les insectes, c'est très simple, hein. Donc, on a 3 paires de pattes, c'est-à-dire donc 6 pattes tout simplement, avec un corps décomposé en 3 parties, hein. Et avec donc un cycle de développement qu'on va voir par la suite, hein, ce qu'on appelle les métamorphoses complètes, hein, où vous allez voir qu'il y a vraiment un cycle de développement particulier, hein, aux insectes volants. Donc, chez les hyménoptères, donc on va avoir la tête, le thorax et l'abdomen, ça comme finalement tous les insectes, avec des antennes, hein. On a aussi tout ce qui est des yeux qui sont composés avec des pièces buccales. On voit bien d'ailleurs certaines vidéos avec les mandibules, hein, qui viennent justement casser la matière carnée pour pouvoir ensuite donner de la nourriture aux larves, hein. Donc voilà. Alors, pour tout ce qui est replay, généralement, on met au replay de webinaire, effectivement, sur notre chaîne YouTube Easy Group, hein. Alors, il y a peut-être prochainement des changements de règles qu'on va faire pour éviter de se retrouver avec nos webinaires dans des environnements où on ne souhaiterait pas que ça arrive. Voilà. Donc, ça, c'est des discussions qu'on a en interne. Mais pour l'instant, nos webinaires, en tout cas, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube Easy Group. Voilà. Donc, les hyménoptères, donc, c'est bien un arthropode, donc avec donc, un exosquelette, donc muni d'une carapace en chitine, hein. Pour certains, vous connaissez donc des insecticides qui agissent justement sur cet inhibiteur de chitine, ce qu'on n'utilise pas d'ailleurs sur les hyménoptères, on n'a pas besoin de ça, hein. À savoir qu'ils ont bien un corps décomposé en 3 parties. Et ce qu'il est super important d'avoir, c'est cette notion de la gestion de notre température. Là, il suffit de le voir, hein. On a aujourd'hui, hein, des températures qui sont montées. On est au printemps, comme je vous l'ai dit, l'arrivée du soleil. Bah, moi, je reviens de Lyon, là, je viens de faire 300 km. Bah, j'ai mon pare-brise, il est blindé. Hein, il est blindé d'insectes, malheureusement, hein. Donc, on voit avec la montée de température, forcément aussi le développement d'insectes qui repart, hein. Et oui, hein, la température, hein, est vraiment dépendante de l'environnement, hein. C'est ce qu'on appelle des êtres hétérothermes. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les espèces d'insectes vont avoir une capacité, effectivement, à s'adapter par rapport à la température. C'est ce qu'on appelle le phénomène de diapause. À un moment donné, quand la température va devenir suffisamment basse, hein, on ne va pas tuer potentiellement beaucoup d'individus, hein, mais en tout cas, les fondatrices, elles, vont se mettre en hibernation, en diapause pour l'hiver, pour ressortir au printemps, hein, répondre sur le début des nids qu'ils ont pu commencer à fabriquer, hein, et à partir de là, on va pouvoir mettre en place justement la reine avec les ouvrières, la construction, hein, d'un nid qui va prendre quand même plusieurs semaines. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le cycle de développement global des hyménoptères va dépendre de nombreux facteurs. Le facteur principal, comme je vous l'ai dit, hein, c'est la température. C'est la ressource également trophique, la ressource en nourriture, hein, mais c'est vraiment la température qui est primordiale sur le cycle de développement des insectes et également donc sur les hyménoptères. Comme je vous le disais, si l'environnement devient hostile, défavorable, les insectes vont avoir une capacité à réduire leur développement, leur métabolisme pour devenir, hein, pour se mettre en diapause. Particularité, hein, des insectes, de façon globale, c'est qu'ils vont avoir un cycle de développement souvent rapide et une descendance très élevée. Ce qu'on retrouve beaucoup, par exemple, chez la guêpe,
on peut retrouver très facilement dans un nid plusieurs dizaines de milliers d'individus dans un nid, ce qui ne sera pas le cas pour les frelons européens et les frelons asiatiques. Alors, petite illustration donc, pour vous montrer la différence entre une abeille, une guêpe, un frelon européen et un frelon asiatique. Ça, c'est peut-être des illustrations que vous avez couramment, parce que souvent, vous pouvez retrouver des personnes qui vous appellent pour des problématiques de guêpes. Ce n'est pas des guêpes, c'est des abeilles. Si c'est des abeilles, on fait appel à un apiculteur. Ça, c'est très important. Voilà. Voilà. OK. Donc, on fait attention également, Nathalie. Donc, les abeilles, les bourdons également. On ne tue pas les bourdons. On fait très attention, en tout cas, à ces, ces spécimens. Donc, tout ce qui est abeilles, bourdons, ce sont des insectes pollinisateurs. On n'y touche surtout pas. Surtout pas. Vous devez, en tout cas, pour certains, donc vous êtes prestataire de service, n'hésitez pas à avoir, en tout cas, donc des apiculteurs autour de vous. Beaucoup d'apiculteurs ne veulent plus se déplacer. C'est malheureux. Moi, personnellement, je trouve ça dommage que les apiculteurs ne se déplacent pas. Voilà. En sachant qu'aujourd'hui, on est quand même en déficit d'abeilles. Donc, si on peut se déplacer pour aller chercher des abeilles, moi, ceux que je connais dans mon coin en Champagne, en tout cas, j'en connais au moins une bonne dizaine qui se sortent les doigts pour aller chercher des abeilles quand il y en a besoin. Ça, c'est clair. Et quand c'est nécessaire. Voilà. Donc, on voit les abeilles. Donc, vous avez sur l'illustration les différentes morphologiques. Donc, on voit très bien que le frelon européen, lui, peut-être, on va dire, c'est vulgairement une grosse guêpe. D'ailleurs, les fondatrices peuvent mesurer jusqu'à 5 cm. Et le frelon asiatique, lui, qu'on appelle également le frelon à pattes jaunes, on va avoir les pattes jaunes avec un abdomen quand même très foncé, orangé. Voilà. Comment on fait pour récupérer des essaims dans un mur? Il n'y a pas photo. À un moment donné, on retire le placo. Et que ce soit des essaims d'abeilles ou des nids de guêpes qu'on peut retrouver également dans le placo. De toute façon, à un moment donné, il faudra retirer le placo. Voilà. Alors, donc effectivement, on va voir 3 catégories d'espèces, 3 catégories de familles, avec la famille des Apidae, avec les abeilles et les bourdons. On va voir la famille des Vespidae, avec les guêpes et les frelons, et la famille des Megachilidae, donc pour les abeilles mason. Donc attention, toutes les espèces ne sont pas nuisibles. Ça, c'est important. Donc, tout ce qui est abeilles, bourdons, ou abeilles maçonnes, on n'y touche pas. Vous, en termes de lutte, on va se focaliser sur les frelons européens, frelons asiatiques, guêpes. Et j'ai vu passer un quid, qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui des frelons orientales. Moi, je n'ai pas aujourd'hui une remontée extraordinaire du frelon oriental comme on a pu l'avoir avec le frelon asiatique. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, important, les hyménoptères ont donc un cycle de développement qu'on appelle les métamorphoses complètes, c'est-à-dire que j'ai l'œuf, la larve, le cocon et l'imago, l'adulte. À savoir que mon œuf va être pondu dans les alvéoles créés par la reine au départ. De ces œufs va sortir d'une larve qui va plutôt consommer de la matière carnée. Ensuite, la larve va créer un petit cocon de protection pour se mettre en mode cocon. Et à partir de là, mon cocon va sortir l'imago, donc généralement des ouvrières qui vont permettre de pouvoir faire grossir le nid, d'également d'aller chercher de la nourriture pour nourrir mes larves, pour faire grossir la colonie. Et on retrouve ce système également chez la fourmi. Et plus généralement sur les insectes volants. Voilà. Concernant l'intérêt de nos métiers et les risques sur la santé, et sur les risques sur la santé publique. Je rappelle les missions que vous devez avoir au quotidien. Notre première mission, c'est de protéger la santé publique, éviter potentiellement la transmission de maladies de l'animal à l'homme, ou pour les guêpes et les frelons, potentiellement, le risque de transmission de venins qui peuvent poser problème avec des œdèmes de coin, des allergies, qui peuvent amener potentiellement des chocs anaphylactiques. J'ai un ancien collègue qui a même fini dans le coma suite à des piqûres. Et d'ailleurs, que ce soit guêpe, frelon européen, frelon asiatique, même si je prends 1 millilitre de venin, la toxicité est la même. Par contre, ça va être la manière dont ils vont piquer avec la quantité qu'ils vont
potentiellement injectée qui va être très différente. Alors d'ailleurs, ils ont aussi des comportements totalement différents entre les guêpes, frelons européens et frelons asiatiques. Les risques pour l'homme, aujourd'hui, par rapport aux hyménoptères, ça va être sur des piqûres douloureuses. Hein, par rapport aux guêpes, ça va être aussi par rapport au nombre de piqûres. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des nids avec des dizaines de milliers d'individus. Donc, si j'ai des dizaines de milliers d'individus dans l'environnement, potentiellement, ça va être le nombre de piqûres qui va être impressionnante. Sur le frelon européen, une piqûre va être très douloureuse. Hein. Le frelon asiatique, c'est le fait qu'elle va être très énervée et qu'elle va pouvoir piquer plusieurs fois, hein, quitte à potentiellement éjecter son venin sans pour autant piquer. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc tout ce qui est guêpe frelon ont une capacité effectivement de piquer plusieurs fois. Donc la grosse problématique, hein, c'est sur les risques allergiques. Et aujourd'hui, on peut se dire, je ne suis pas allergique aux piqûres d'hyménoptères, mais demain, ça peut être le cas. Ça, c'est important. Et je peux être allergique aujourd'hui, je me fais immuniser, voilà, je suis plus allergique, et puis je peux devenir allergique d'ici 3 ans. Donc on fait très attention, hein, au quotidien, et surtout pour les applicateurs. Hein, l'objectif, c'est éviter de se faire piquer, donc protégez-vous. On se protège. Et c'est vrai que dans notre environnement, on va avoir quand même des métiers qui vont être quand même très sensibles à la présence des hyménoptères. Comme les maçons, les charpentiers, les paysagistes, les élagueurs, les jardiniers. Ce sont aujourd'hui des métiers qui vont être très proches, hein, du risque hyménoptère. Donc ça, c'est important. Un troisième point aussi, c'est la problématique du frelon asiatique qu'on a maintenant depuis 20 ans. Et oui, parce que ça date maintenant depuis 2004. Hein. C'est le fait que le frelon asiatique est un très beau prédateur, hein, d'abeilles. C'est aujourd'hui la grosse problématique aujourd'hui qui, moi, me fait mal au cœur au quotidien. Hein, c'est le fait d'avoir des frelons qui vont être gourmands en abeilles, malheureusement, hein, et en quelques jours peuvent ruiner une ruche complète. Voilà. Donc, comparatif entre le frelon commun et le frelon asiatique. Donc, le frelon commun, hein, ce n'est ni plus ni moins qu'une grosse guêpe avec un abdomen qui est vraiment très, très jaune. Hein, d'ailleurs, il a un vol plutôt bien bruyant, on l'entend bien. Hein, et le frelon asiatique, lui, il va être plutôt sombre. Hein, un thorax, hein, très sombre, un abdomen qui part du noir vers l'orangé, et il va avoir des pattes jaunes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle également le frelon à pattes jaunes. Et le frelon asiatique sera beaucoup plus petit que le frelon européen, hein, puisque le frelon asiatique, d'ailleurs, au niveau de la taille, se rapprochera au niveau des guêpes. Alors, au niveau de la cartographie mondiale, hein, donc, en 2004, on a effectivement le Vespa Crabo qui est arrivé donc, dans les poteries du côté d'Agen. Hein, et il faut savoir que tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec le frelon asiatique vient finalement d'une seule reine. Voilà. Donc c'est vrai que pour certains, vous connaissez donc, le livre d'Éric Darouzet qui est vraiment bien foutu. Donc c'est vrai que on a toute cette histoire-là, et puis aussi la progression du frelon asiatique, hein, sur le territoire français et en Europe. Voilà. On a également donc, le Vespa orientalis, hein, donc, le frelon oriental, qu'on a vu apparaître l'année dernière, hein, du côté de Marseille. Après, je ne sais pas toi, Ben, si tu as commencé à en voir un petit peu du côté du Rhône. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de présence à tester. Hein. On a eu quelques touches sur le sud de la France avec une présence effectivement, mais maintenant on n'a pas de nid constitué, en tout cas pour ce début d'année. Donc surtout ouvrir l'œil, méfiance. Mais bon, quand on voit la proximité de son lieu de vie habituel, voilà, on se dit que finalement c'est qu'une histoire de temps pour qui se trouve finalement sur notre territoire très rapidement. La dernière info que j'ai eue, moi, c'était en Italie, donc frontière avec l'Italie, où il a été attesté de sa présence là cette année. Il y a eu des reines fondatrices qui ont été découvertes. Ok. Ah, ça, c'est le marché de Vintimille encore. Certainement. Voilà. Merci Ben. Alors, donc, l'intérêt, hein, également de pouvoir maîtriser la population de frelons asiatiques, c'est également, hein, d'éviter toute la prédation sur les abeilles, mais c'est également, hein, protéger
hein, finalement, l'homme, hein, parce que des accidents suite à des piqûres de frelons asiatiques, il y en a tous les ans, avec des accidents mortels. Alors, on ne peut pas dire que c'est exponentiel, mais effectivement, il y a quand même une hausse des accidents mortels suite à des piqûres d'hyménoptères. Voilà. Alors, quels sont les risques? Non, alors le frelon asiatique est quand même beaucoup, beaucoup plus agressif que tout ce qu'on perd du frelon européen, de la guêpe ou des abeilles. Donc, les risques, effectivement, d'être en présence de frelons asiatiques, c'est de se faire piquer plusieurs fois, qui vous injectent également du venin dans les yeux, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'en termes de protection, ah oui, pardon, je voyais pas j'avais pas vu le début de la phrase. Alors, c'est vrai qu'il est aujourd'hui, il est quand même beaucoup moins connu que le frelon asiatique, parce que le frelon asiatique, il est quand même aujourd'hui étudié. Le frelon oriental, c'est encore un peu jeune, pour moi en tout cas, en termes de risque. Pour moi, le risque aujourd'hui, il n'est pas nul, mais il est faible avec le frelon oriental. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la proportionnalité des nids qu'on peut retrouver par rapport au frelon asiatique, c'est autant en zone urbaine qu'en zone rurale. Que beaucoup de nids, on va les retrouver au-delà des 10 mètres dans les arbres. C'est pour ça que moi, j'ai un petit peu de mal, et c'est ma sensibilité, et je le dis comme je le ressens. Quand je vois qu'on commence à mettre des trépieds avec des paintballs dans un milieu avec des espaces verts pour aller claquer un nid de frelon avec des billes insecticides, moi personnellement, ça me dérange. Ça me dérange pourquoi? Parce que, alors certes, si je suis un bon viseur, ma bille va aller glinguer un bon nid, pas de souci, mais je vais mettre des résidus d'insecticides dans un environnement où je ne vais pas tuer que le frelon asiatique. Je vais avoir des résidus sur d'autres insectes qui vont potentiellement être consommés par des oiseaux. Et quand je parle de le raisonner, c'est utiliser la bonne méthode avec le bon produit, la bonne quantité, de façon la plus sécuritaire. Et parfois, je vois de l'usage de paintball un peu partout, n'importe où, n'importe comment. Moi, personnellement, ça me dérange. Parce que là, on n'a pas la balance bénéfice-risque qui est mise en avant. Avant de passer au paintball, on voit quelles sont les méthodes les moins impactantes sur l'environnement et sur les espèces non cibles. Toujours avoir ça en tête. Je mets en place une méthode de traitement d'un nid. Quel va être l'impact sur l'environnement et sur les espèces non cibles? À partir de là, je vais choisir ma bonne méthode. Et ça, c'est primordial aujourd'hui de mettre ça en avant, plutôt que de dire, allez, je fais mon kéké, je balance le paintball et j'envoie la sauce. Ça, c'est la réflexion qu'on avait il y a 25 ans en arrière. Moi, aujourd'hui, j'ai du mal à avoir cette réflexion-là, parce que c'est plus du tout, en tout cas, cette réflexion qu'on met en avant dans notre environnement. Après, ça reste mes sensibilités. Mais je pense que c'est quand même partagé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre également? Oui, donc c'est vrai que les larves vont être, on va dire, gourmandes en matière carnée. C'est pour ça que, d'ailleurs, que les frelons asiatiques vont aussi consommer pas mal d'abeilles, malheureusement. Voilà. Oui, 2004. 2004, la première. Voilà. Du côté d'Agen. Voilà. Donc, c'est vrai qu'ils vont avoir des vols stationnaires, donc il n'y a pas de souci. Alors, il faut savoir qu'aussi, ils vont être potentiellement donc, très sensibles à la chaleur. Vous avez pu voir aussi des vidéos d'abeilles chinoises qui vont faire la heat ball, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre en boule autour du frelon, faire chauffer le frelon, et la température létale du frelon est légèrement plus faible que celle potentiellement de l'abeille. Donc les abeilles vont prendre un petit coup de chaud, certes, mais vont tuer le frelon par la chaleur. Et c'est vrai que les traitements par la chaleur, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Alors, quid de la chaleur sur des zones où il y a quand même pas mal de végétaux. Voilà. Donc, bien faire attention à cette notion, à prendre tous les paramètres pour que vous puissiez ensuite utiliser les méthodes que Benoît va vous citer juste après. Ouais, ça joue vraiment à pas grand-chose, effectivement, Nathalie. C'est à 1 ou 2 degrés près, effectivement. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, quand il y a la heat ball, beaucoup d'abeilles aussi sont un peu pas forcément groggy, voire il y a certaines abeilles qui en meurent également. Voilà. Ben, je te laisse la main pour le reste. Mais bien sûr, avec plaisir. Alors, à toi de jouer.
Allez, bah déjà merci à tous de nous avoir rejoints pour ce soir. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a du monde et que comme à chaque fois, bah, écoutez, ça remporte un vif succès. Donc comme le disait Nico, moi je suis formateur chez EasyPest, spécialisé donc, dans la lutte contre le frelon asiatique et la régulation des espèces hyménoptères. Et j'ai également la double casquette parce que je continue à faire de l'opérationnel, donc encore des interventions sur le terrain, ce qui me permet d'avoir aussi un discours qui reste vraiment proche et pratico-pratique. C'est ce qu'on cherche dans nos formations, c'est vous apporter des connaissances, mais aussi des compétences techniques. On n'est pas là pour vous raconter des choses qui seront inapplicables sur le terrain. Vraiment, on essaye de coller à votre quotidien pour répondre au maximum à vos attentes et à vos questionnements. Comme le disait Nico, ces interventions avec les hyménoptères, c'est des interventions qui ne sont pas comme les autres, parce que le risque, il est omniprésent. Le risque, il est lié simplement aux insectes en eux-mêmes, c'est des insectes qui piquent. Donc ça va représenter pour l'applicateur, pour l'intervenant, un premier risque qu'il faut prendre en compte. Donc ça peut être déjà avoir du matériel adapté, notamment des combinaisons qui sont bien classées EPI, de bonne qualité. Le deuxième risque ce que je peux dire, c'est également le risque de chute, puisque la plupart de nos interventions vont être en hauteur. Et le risque de chute est très présent lors de nos interventions. C'est à prendre en compte. C'est un petit peu différent des interventions pour de la dérate ou pour de la punaise de lit. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est pour ça que d'envoyer parfois de très jeunes applicateurs qui ont peu d'expérience sur ce type d'intervention, ça peut poser un problème de sécurité. Donc c'est aussi ça qu'on aborde dans nos formations, c'est avoir cet œil de spécialiste, mais aussi être focalisé sur la sécurité qui est pour nous primordiale lors des interventions. Il y a encore trop d'accidents chaque année avec malheureusement certains qui décèdent. Alors, on est au niveau des méthodes de lutte, on écarte tout de suite, et ça Nico l'a déjà dit, donc ça va être un petit peu de la redite, je passe très vite, sur les abeilles. Ça, c'est vraiment hyper important de tout de suite discriminer cet insecte, d'accord? Donc l'abeille de ruche, on parle bien des abeilles de ruche, Apis mellifera. Donc ça, c'est vraiment du domaine de l'apiculture. Ne vous lancez pas en tant qu'entreprise 3D, en tant qu'applicateur, à vouloir faire de la récupération. Ça va vous demander énormément de temps, ça demande des compétences bien particulières, et même si vous arrivez à récupérer des essaims, qu'est-ce que vous en faites? Ça veut dire que vous êtes déjà équipé, que vous avez préparé tout ça. Donc voilà, si vous avez la double casquette apiculteur, mais également donc applicateur 3D, de plus en plus c'est le cas, pas de problème. Mais en tout cas, si vous faites juste de la 3D, vraiment les abeilles, on chinte, on fait appel à un apiculteur. L'idéal, c'est d'avoir effectivement un bon carnet d'adresses et de proposer des numéros à vos clients. C'est ce que je vous conseille. Concernant les méthodes de lutte, alors parlons tout de suite du piégeage qui effectivement est source de plein de questionnements. J'entends parler de plein d'initiatives à droite et à gauche en France, notamment sur le piégeage. L'insecte cible qui est visé, c'est bien sûr le frelon asiatique, Vespa velutina. En fait, on en arrive à développer le piégeage. Pourquoi? Parce que malheureusement, les apiculteurs aujourd'hui, ils sont démunis. On ne leur propose pas de solution. L'État ne prend pas ses responsabilités en termes de financement de la lutte. Et du coup, on est face à des apiculteurs qui se retrouvent seuls et qui du coup se mettent sur ce qui va coûter le moins cher aujourd'hui, c'est le piégeage. Alors le piégeage, il faut bien se dire que même si vous mettez des pièges qui se disent sélectifs, aucun piégeage sur du frelon asiatique n'est sélectif. Pourquoi? Parce qu'un piège sélectif, c'est un piège qui utilise uniquement des appâts qui vont attirer que l'insecte cible, c'est-à-dire que du frelon asiatique. Et ça, aujourd'hui, vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça n'existe pas. D'accord? Il y a de la recherche qui se fait, il y a Éric Darouzet notamment pour le citer, qui lui travaille énormément là-dessus, sur des phéromones, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce n'est pas sur le marché, ce n'est pas à disposition et on n'a pas de solution. Ça veut dire qu'on fait du piégeage avec des attractifs qui vont attirer une multitude d'insectes, certainement du frelon asiatique si vous êtes dans un endroit qui est saturé de frelons asiatiques, mais également des insectes non cibles, du frelon européen, de l'abeille, de la guêpe, du moucheron, du papillon, etc. Et tous ces insectes-là qui sont piégés, vous allez me dire, oui, mais bon, il y a des grilles à rennes qui sont censées permettre aux insectes de sortir. C'est vrai qu'une partie vont pouvoir sortir, sauf qu'ils sont soumis à un stress tel que derrière, il y a un blocage de la reproduction pour un certain nombre d'espèces.
L'autre partie qui malheureusement ne va pas pouvoir sortir parce que la plupart de ces pièges, comme vous le voyez sur la photo là, que j'ai mis, ont un dessus qui est transparent. Ça veut dire qu'en plein soleil, vous imaginez en période de canicule, la température elle monte tellement fort que les insectes, en fait, dès qu'ils rentrent à l'intérieur du piège, ils sont quasiment grillés et en fait, ils ne peuvent plus ressortir du piège. Donc en fait, on a un impact qui est délétère pour l'ensemble de l'entomofaune, l'ensemble des insectes sur un domaine particulier. Et l'effet délétère qui est en train de se passer, et ça on n'en parle pas du tout, et après j'en aurais fini avec le piégeage, c'est qu'en fait on baisse les sources de nourriture possibles pour les frelons, que ce soit asiatiques ou les frelons européens, et en baissant la ressource de nourriture disponible sur cet endroit-là, parce que le piégeage massif, c'est ce qu'il est en train de faire, en fait on est en train de flécher à ces frelons la seule source de nourriture qui va leur rester, qui est les ruches des apiculteurs. Et du coup le phénomène, au lieu d'être positif, va avoir un effet inverse, c'est-à-dire qu'on va accentuer encore plus les impacts et la chasse des insectes, enfin des frelons européens et des frelons asiatiques sur les ruches. Alors, le seul bémol que je mets, c'est qu'effectivement, en pleine saison, vous avez des ruchers qui sont attaqués, vous pouvez faire du piégeage parce que vous allez essayer de détourner l'attention des frelons sur un piège. Ça, il n'y a pas de problème, ok. En début de saison, ça peut être aussi intéressant de faire du piégeage parce que vous allez essayer d'attraper des gines, des reines, qui vont être les futures fondatrices. Ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce qui me gêne, c'est que le piégeage ne doit pas être autorisé et ne doit pas être diffusé pour le grand public. Ça doit être l'affaire de gens qui sont formés, qui connaissent ce qu'ils font et surtout qui ont une vigilance au quotidien de leur piège. Ils doivent y aller quotidiennement, vérifier ce qu'ils sont en train d'attraper et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, ça ne viendrait pas à l'idée d'acheter, de dire tiens, on va fournir à la population des pièges à mâchoire parce que tiens, c'est intéressant de piéger telle ou telle espèce. On se dirait, mais là, vous êtes complètement fou. Ben, en fait, le piégeage, c'est un peu ce qu'on fait. On dit aux gens, vous n'avez qu'à mettre des bouteilles, vous faites 2-3 trous, vous mettez un peu de sirop dedans et vous verrez, ça va être miraculeux. Donc voilà, moi, je suis un petit peu effaré par ça. Donc, méfiance sur le piégeage. En tout cas, ce n'est pas une méthode de régulation des espèces. C'est juste une méthode qui va nous permettre de nous sortir d'une situation qui peut être difficile, notamment pour les apiculteurs. Au niveau d'une intervention 3D, donc la première chose à faire, c'est diagnostiquer la situation. Ça, c'est hyper important, identifier l'espèce, savoir à qui on a affaire, parce qu'en fonction de ça, ça va nous permettre de, déterminer la méthode d'intervention. Ça va aussi nous permettre de déterminer, lorsqu'on connaît bien l'espèce, l'endroit où on va aller la rechercher, parce qu'on sait que, par exemple, de la guêpe germanique, elle va avoir tendance à faire son nid dans un endroit, une cloison, dans un mur qui est fermé. Et à l'inverse, si c'est de la guêpe poliste, on va plutôt chercher dans des endroits un peu aérés, en hauteur, type une tuile, une cabane d'enfants, etc. Donc, en fonction de l'espèce, on va déjà aller chercher l'endroit de prédilection de nidification. Donc, première chose, identification de l'espèce, c'est primordial. Et ça passe aussi par une bonne communication avec son client au téléphone. Ça évite de se déplacer pour des abeilles, pour des bourdons ou des choses qui n'auraient pas lieu d'être. D'accord ? Donc, déjà au téléphone, on peut déjà faire beaucoup de boulot. Ensuite, une fois qu'on arrive, il faut bien se dire qu'en tant que professionnel de la 3D, vous êtes seul, mais vous êtes le garant de la sécurité. Sécurité de vous, en tant que professionnel, garant de la sécurité de votre client qui est autour de vous, mais également les gens qui sont potentiellement autour. Ça peut être des gens qui sont curieux, ça peut être également les voisins de votre client. Donc, établir un périmètre de sécurité qui soit crédible et qui vous permette de travailler en sécurité, c'est super, super important. Et c'est vraiment votre boulot, hein. Ce n'est pas votre client qui va faire le périmètre de sécurité, que ce soit bien clair. Donc, une fois que le périmètre il est identifié, d'accord, vous êtes le seul à rentrer à l'intérieur. Et si vous rentrez à l'intérieur seul, c'est bien que vous êtes équipé. Hors de question de s'approcher d'un nid pour faire une jolie photo en étant en t-shirt. L'équipement minimum de protection lorsqu'on rentre dans ce périmètre qu'on a déterminé, c'est au moins une vareuse apiculteur et au mieux la combinaison. Voilà. Ça, c'est super important parce que ça fait toujours mauvais genre de se prendre une attaque, de courir comme un lapin au milieu du jardin du client. Le gars, il va vous regarder, il va se dire c'est qui celui-là, quoi. Donc, perte de crédibilité immédiate. D'accord ? Et en plus, vous risquez de vous faire piquer. Une fois qu'on a fait ça, on s'équipe et on commence à s'approcher pour essayer de découvrir le lieu de nidification. Pourquoi c'est important ? Encore une fois, on parle de traitement cible. Hors de question de badigeonner de l'insecticide à tout va. Donc, pour être précis, il faut localiser le lieu de nidification. Ça, c'est hyper important. Et une fois qu'on a déterminé, qu'on a localisé le lieu de nidification de notre insecte, on va pouvoir agir directement sur le nid de façon ciblée. Et ça nous permettra de mettre des quantités de produits qui soient infimes. Alors infimes, j'exagère, mais en tout cas qui soient très faibles par rapport à un traitement qui serait massif et non ciblé en tout cas.
Voilà l'objectif qu'on a lors d'une intervention pour hyménoptère. Alors au niveau des méthodes de lutte toujours, d'accord, ce qui est important, ça va être, alors donc je passe, hein, sur la récupération des seins qui est par l'apiculteur, d'accord, ça on l'a dit et redit. Au niveau du traitement aujourd'hui, moi je recommande vraiment de travailler avec de la poudre pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que le liquide qui se faisait aussi beaucoup avant a tendance à percoler dans le nid. C'est-à-dire que plus on va mettre du liquide, plus le nid qui est donc en cellulose va avoir tendance à aspirer ce liquide. Et en aspirant ce liquide, il va prendre du poids et on aura des risques de décrochage de nid. Et ça peut être ennuyeux parce que si l'ensemble des insectes n'ont pas été touchés, on va avoir un nid qui va tomber au sol et avec des attaques qui vont être super importantes. La deuxième, c'est que c'est des produits de contact. Ça veut dire que le liquide, il faut vraiment arriver à choper tous les insectes à l'intérieur du nid. Ça veut dire qu'il faut travailler soit tôt le matin, soit tard le soir. En journée, on estime qu'il y a à peu près un tiers des insectes qui sont sortis chasser, donc on va louper ces un tiers d'insectes en chasse qui ne seront pas présents dans le nid au moment de votre intervention. L'avantage du poudrage, c'est que le produit, une fois qu'il est au cœur du nid, déjà il est très volatile, donc les insectes vont commencer à battre des ailes, vont faire un courant d'air à l'intérieur du nid qui va favoriser la dépose de l'insecticide sur le corps des insectes. La deuxième chose, c'est la rémanence, c'est-à-dire que lorsque l'insecte va se poser sur le nid, il va mettre de l'insecticide sur ses pattes, et cet insecticide, ensuite, il va, en se nettoyant les pattes, l'ingérer. D'accord ? Et donc, on utilise la propriété de la poudre qui est qui a cette faculté d'accrocher sur les surfaces. Il va s'accrocher aux pattes de l'insecte. Et c'est ce qui va faire, d'ailleurs, on pourra, même en traitant en pleine journée un nid, avoir d'excellents résultats sur la destruction. Entre 24 et 48 heures, on estime à peu près ça. D'accord ? Donc, aujourd'hui, tout fait qu'on va plutôt vers de l'insecticide par poudrage. En revanche, j'attire votre attention sur le fait qu'il a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il est volatile. Ça veut dire que vous, ça impose absolument de porter un masque de protection respiratoire. Je vous conseille minimum FFP2, mais vraiment recommandé, c'est du FFP3. Parce que cette poudre, elle est extrêmement volatile, on ne s'en rend pas forcément compte, que ce soit en milieu clos ou en milieu ouvert. Le port du masque, il est obligatoire pour les applicateurs. Vraiment, c'est important et ça rentre dans la protection, dans votre santé. D'accord ? Donc ensuite, une fois qu'on a déterminé qu'on allait utiliser de la poudre, sachez qu'il y a globalement deux grandes familles de poudre. On aura tout ce qui est pyrète végétal et ensuite l'autre partie qui est les pyritrénoïdes de synthèse, qui ont des produits qui ont été modifiés en laboratoire. Pourquoi modifier en laboratoire ? L'idée, c'était de les rendre plutôt photostables, c'est-à-dire qu'ils sont moins sensibles aux UV, alors que le pyrète naturel aura une tendance à se détruire beaucoup plus rapidement au contact des UV. Voilà. Alors, ne vous dites pas que du coup, le pyrète végétal est un mauvais produit, c'est simplement qu'il faut prendre compte de cette spécificité, qu'il est photosensible. Mais du coup, ça peut être aussi intéressant pour les traitements, notamment de nids de frelons en espace naturel, puisqu'on aura une rémanence à ce moment-là qui sera moins longue et donc moins d'impact sur l'environnement. Alors, comme on l'a mis également, hein, dans certains cas, un aérosol pro peut suffire. Hein, effectivement, pas forcément besoin de sortir la grosse poudreuse pour faire un nid de guêpe police dans un angle de mur. C'est peut-être un peu disproportionné et on aura du mal à doser aussi la quantité de produit. Peut-être que simplement un aérosol pro pourra tout à fait suffire. D'accord ? En tout cas, le port des EPI, il est hyper important, que ce soit au niveau protection contre les piqûres avec des bonnes combinaisons qui sont bien classées EPI, équipement de protection individuelle, le port du masque et le port des lunettes. D'accord ? Ça, c'est super important. Pour rappel, hein, les insecticides qu'on utilise donc, dans la 3D ciblent principalement le système nerveux, d'accord, des insectes. Donc, il va agir sur le système nerveux des insectes en rentrant soit par les spores de respiration de l'insecte, soit par injection lorsqu'il se nettoie les pattes notamment. D'accord ? L'homme est bien sûr sensible à ces insecticides, d'accord, que ce soit poudreux ou liquide, mais en tout cas, la protection, elle est hyper importante. D'accord ? Nécessité de se protéger. Et mon petit tips aussi pour le quotidien, hein, c'est ayez toujours dans votre voiture de quoi vous laver le visage, vous laver les mains. Donc d'avoir un jerrycan avec de l'eau, une petite pompe, et vous êtes super ingénieux pour ça, pour trouver plein de trucs, je vous fais confiance. Mais en tout cas, ayez toujours cette possibilité de vous rincer, de vous laver. Entre deux interventions, c'est hyper important. D'accord ? Vraiment éliminer un maximum ces produits qui pourraient être sur vous, sur vos vêtements. Au niveau des combinaisons, donc on n'est pas là, comme je vous disais, pour faire de la publicité pour telle ou telle combinaison. Il fallait simplement faire une photo. Donc voilà, on a pris ce qui venait. Simplement, l'idée de cette photo, c'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a aujourd'hui deux générations de produits sur le marché. On a des combinaisons qui sont spécifiques pour le frelon asiatique, qui va vous permettre d'être en sécurité avec une épaisseur suffisante
par rapport notamment à la longueur du dard du frelon asiatique, d'accord. Donc ça, c'est important. La combinaison de droite, c'est une combinaison de première génération avec un tissu qui est beaucoup plus fin et qui, lui, ne va pas vous garantir une sécurité dans toutes les circonstances. Donc, dans votre choix de combinaison, c'est super important de savoir ce que vous voulez faire. Alors, forcément, hein, la combinaison qui est à gauche est forcément un peu plus chère, d'accord. Mais travailler en sécurité, est-ce que ça a un prix? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les combinaisons qui sont certifiées frelon asiatique, elles ont tout un molleton qui vous permet d'avoir cette épaisseur à tout endroit du corps et qui vous empêchera d'être piqué, même lorsqu'il y a une attaque importante. D'accord. Au niveau du matériel, donc matériel de pulvérisation, donc liquide, on a vu que ça avait parfois des inconvénients. La poudreuse, hein, donc aujourd'hui, c'est le matériel qui est le plus utilisé pour les interventions de régulation d'insectes. Vous choisissez la marque que vous voulez, simplement voilà, ayez une poudreuse qui puisse avoir quand même une contenance suffisante pour ne pas avoir à recharger à chaque fois tout au long de la journée. C'est un petit peu pénible. Et effectivement, en début de webinaire, on parlait des compresseurs. C'est tellement agréable d'avoir un compresseur qui va vous permettre de mettre en pression votre poudreuse rapidement et surtout d'être très précis dans les pressions d'utilisation. C'est ce qu'on voit aussi en formation, c'est qu'effectivement, les pressions, c'est vraiment un gage de qualité de l'intervention, de ne pas mettre trop de produits et surtout de travailler proprement. Donc ça, c'est aussi super important. Concernant le travail en hauteur, d'accord, donc on a cette spécificité des insectes qui vont aller mettre leur nid le plus possible hors d'atteinte de l'homme et donc ils montent en hauteur. Et le frelon asiatique, c'est l'effet parfait, enfin c'est l'exemple parfait, pardon, où il va se mettre en hauteur au niveau de l'arbre. Donc, les solutions qu'on a trouvées, la première, celle que je plébiscite, c'est vraiment l'utilisation des perches, des cannes télescopiques. Qu'elles soient en carbone, qu'elles soient en aluminium, peu importe, mais choisissez des cannes qui soient de qualité, qui soient destinées à cette utilisation. C'est ce qui vous permettra d'avoir un matériel qui va durer dans le temps et sur lequel vous aurez plaisir à utiliser et à travailler avec. La perche, c'est ce qui va vous permettre de traiter de façon précise le nid. Vous allez lever votre perche, emmener l'aiguillon au niveau du nid, rentrer à l'intérieur et injecter le produit au cœur du nid. Donc là, il n'y a aucune perte. Hein. Si vous êtes précis, il n'y a aucune perte dans l'environnement. Il n'y a pas de produit qui part, etc. Donc, on peut être vraiment très propre, même en extérieur. Alors, j'ai une question là sur combien de barres de pression le pulvé pour le compresseur. Alors, la pression maximum, allez, ça je vous le donne, c'est gratuit, ça me fait plaisir. La pression maximum d'utilisation d'une poudreuse, c'est 6 bars. Alors, certains vont me dire, oui, mais elles sont tarées à 3 bars ou à 4 bars, etc. C'est vrai, d'origine, elles sont tarées à 3 ou 4 bars. Mais on peut demander à son fournisseur de la mettre avec une valve de surpression à 6 bars. Et c'est ce qui vous permettra notamment de travailler avec la perche sur des hauteurs importantes jusqu'à 25-30 mètres. D'accord ? Donc le choix de la perche, elle est important. Je reviens sur ma perche de travail. Super important parce que c'est ce qui vous permet de travailler en étant au sol, donc en sécurité, et en même temps, ça va créer une distance par rapport au nid, ce qui va diminuer le risque d'attaque. Rapidement, les deux photos d'à côté. Donc, on parle du paintball et du drone. Alors, le paintball, effectivement, je pense qu'il n'est pas utilisé au quotidien dans nos interventions. C'est loin d'être quelque chose à investir, à mon avis, dans les sociétés de désinsectisation. En revanche, le seul avantage et le seul intérêt que je trouve au paintball, c'est sur le travail si vous avez des contrats avec Enedis ou avec la SNCF. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez à proximité de fils électriques, de caténaires, vous ne pouvez pas vous en approcher avec les perches. Elles sont toutes conductrices. Donc là, vous allez risquer votre vie. À ce moment-là, la solution que vous pouvez proposer à votre client, donc Enedis ou SNCF, c'est de travailler avec un paintball parce que vous allez être donc à distance et vous n'allez pas créer d'arc avec l'électricité et du coup, vous êtes en sécurité. Mais du coup, on comprend qu'en fait, ça représente très, très peu d'intervention et que du coup, l'investissement, l'intérêt d'investir dans un paintball, à mon avis, il est très discutable. D'accord ? Donc, à mon avis, c'est loin d'être le premier investissement que vous devez faire. Commencez par faire quelques saisons, regardez un petit peu si vous en avez besoin ou pas. Mais moi, je vous déconseille d'investir là-dedans. Le prix des billes aussi est super important, c'est à prendre en compte. Donc, méfiance sur le paintball, ça paraît très bien sur le papier. On en parle aussi beaucoup en formation. Il y a aussi plein de défauts qu'on trouve et des fois, et même souvent, on est très déçu de son utilisation au quotidien. Concernant le drone, là pour moi, à mon avis, c'est même hors sujet, d'accord ? Donc le drone, ça coûte très cher à l'achat. Ça nécessite une formation de pilote, enfin en tout cas de télépilote. Ça nécessite des autorisations de vol. Il y a des endroits où on n'a pas le droit de voler. Il y a des risques de crash parce qu'à partir du moment où on s'approche un petit peu de la végétation, très rapidement au niveau des hélices, ça peut poser problème.
Mis à part si vous êtes un passionné de drone, si c'est votre trip, votre passion, que vous voulez vous faire plaisir, achetez un drone et puis pas de problème, faites avec. Mais vraiment, sinon, pour moi, c'est hors sujet par rapport au prix. Vous n'allez jamais pouvoir valoriser ça par rapport à vos interventions. C'est plus, voilà, pour, à mon avis, un gadget et surtout, ça va vous faire des investissements qui ne seront pas intéressants à court et moyen terme. D'accord ? Donc, pour débuter, poudreuse, perche télescopique et puis matériel de protection de qualité, une bonne combinaison. À mon avis, c'est l'essentiel. D'accord ? La perche, tu peux monter à hauteur que tu veux, mais passer 25 mètres, ça devient plus compliqué. Et oui, effectivement, donc, effectivement, dans l'idée, on pourrait monter à 40 mètres avec une perche, donc on pourrait imaginer ça, sauf que dans la réalité, il y a un moment donné, votre perche, elle a quand même une flexibilité, et du coup, ça devient très compliqué de viser. Du coup, voilà, à partir de 25-30 mètres, à mon avis, c'est les grandes limites pour le traitement. Après, il y a l'utilisation d'une nacelle qui reste possible si le terrain s'y prête. Possibilité de mettre en haut de votre perche une petite caméra qui va vous permettre d'avoir un visuel précis de votre aiguillon, même si vous le perdez des yeux en bas. Avec la caméra Wi-Fi, vous allez pouvoir repérer là où vous en êtes au niveau de votre progression dans l'arbre notamment. Allez, un petit type topo quand même sur la sécurité individuelle, notamment sur le travail en hauteur. C'est mon petit dada, Nico le sait, d'accord. Pour moi, c'est hyper important. Je mets l'accent là-dessus dans toutes mes formations parce que moi, je ne veux pas qu'un de mes stagiaires derrière ait le moindre problème en intervention. C'est aussi à ça qu'on reconnaît un bon professionnel. C'est un gars qui sait s'arrêter à temps. C'est un gars qui sait prendre les équipements qui correspondent aux risques auxquels il est confronté. Et j'insiste toujours, aucun nid de guêpe et de frelon ne mérite votre vie. Donc, arrêtez-vous à temps. Si vous n'avez pas le matériel, si vous sentez que vous allez vous mettre en danger, on s'arrête, on en discute avec le client et on trouve une solution parce qu'il y a toujours une solution à ce type de problème. Donc, si vous êtes amené à travailler en hauteur, je vous invite à vous former. D'accord ? C'est une véritable formation. Ça ne s'improvise pas. On ne marche pas sur des tuiles comme ça, les mains dans les poches. Notamment si en plus on a une combinaison, une poudre sous le dos. En pleine journée, il fait super chaud. Donc voilà, c'est le port du matériel de protection contre les chutes. Mais il faut savoir l'utiliser, savoir où est-ce qu'on s'amarre, pas forcément sur une cheminée, par exemple. Si vous êtes amené à utiliser une nacelle, pareil, ça s'apprend. On a toujours un harnais dans une nacelle, on s'attache. Enfin voilà, il y a plein de choses à savoir au niveau de la sécurité. C'est des choses qu'on aborde dans nos formations de façon à ce que vous soyez plus serein lors de vos interventions. Ne marcher que sur des tuiles mécaniques. Effectivement, sauf que dans certaines régions, c'est compliqué de trouver de la tuile mécanique parce que voilà, on trouve soit de la tuile canal, soit de l'ardoise. Voilà. Donc effectivement, aussi savoir connaître l'environnement dans lequel on travaille en toiture, c'est hyper important. J'attire aussi votre attention sur les plaques d'éternite qui sont des faux amis, qui sont hyper dangereuses. Donc ça, c'est pareil, des choses dans lesquelles on parle et puis on essaie de voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions lors de nos formations. C'est super important. Allez, pour terminer, vous avez fait votre intervention, ça s'est bien passé. Souvent, on a la question, faut-il descendre le nid? Faut-il le laisser en place? Alors, là, il y a un gros débat. Sachez qu'il n'y a pas d'obligation légale, en tout cas, de décrocher un nid. Il y a une directive qui parle effectivement du décrochage de nid, mais ce n'est qu'une directive du ministère, d'accord ? En aucun cas, c'est quelque chose qui est marqué dans la loi. Et ça a surtout été fait parce que pour eux, on travaillait uniquement avec des matières actives type pyrétrinoïde. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de travailler avec des matières type pyrète végétale qui a donc un effet sur l'environnement beaucoup plus court. Et à partir de ce moment-là, si vous laissez le nid en place, très rapidement, le nid, en fait, avec l'enveloppe extérieure, va être abîmé, va être détérioré. Ça reste du papier. Les UV du soleil va rentrer en contact avec la matière active à l'intérieur. Et en quelques minutes, d'accord, on parle en général de 30 à 40 minutes, la matière active du pyrète végétal va perdre 50% de son efficacité. Et l'heure d'après, elle aura perdu la totalité de son efficacité. Ça veut dire qu'en quelques heures, si on prend une marge de sécurité, en quelques heures, si on utilise du pyrète végétal, l'impact environnemental de votre nid, il est réduit à néant. Alors, je sais qu'il y en a, ils vont me dire non, c'est pas vrai, etc. Moi, je vous parle de ça, c'est issu d'une thèse en pharmacologie. C'est des choses qui ont été testées en laboratoire, c'est sûr. D'accord ? Donc, le démontage du nid, si vous devez le faire, il n'y a pas de problème. Si votre client vous le demande, vous pouvez le faire. D'accord ? À ce moment-là, vous attendez quand même bien 72 heures, être sûr que l'ensemble des insectes sont bien retournés dans le nid.
Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais sachez que c'est aussi très difficile de décrocher un nid de façon propre parce qu'en général, on fait tomber et en tombant, il va toucher toutes les branches des arbres et il va éclater finalement en plein de morceaux différents qui vont se répartir au niveau du sol. Et là, ça va être une vraie galère à récupérer et à laisser aucune larve, aucune partie de nid traitée au pied de l'arbre. Et des fois, en fait, l'effet, il est plus néfaste que l'objectif recherché. Voilà. Après, je vous donne mon ressenti. Effectivement, chacun n'a peut-être pas forcément les mêmes idées, mais en tout cas, voilà moi comment je vois les choses sur le retrait. On peut le proposer au client, mais c'est loin d'être quelque chose à faire dans tous les cas. D'accord ? Ça se discute avec vous, avec le client, et vous avez un bénéfice-risque à déterminer. L'insecticide peut affecter l'environnement et la biodiversité. Donc ça, c'est vrai, c'est indéniable, notamment lorsqu'on a fait des traitements open ball et qu'on a la moitié des billes qui se retrouvent dans l'environnement et qu'on ne va pas les récupérer derrière notre zone de tir, et bien, effectivement, ça peut avoir un impact sur l'environnement. Et nous, notre objectif en tant que professionnel de la 3D, c'est de diminuer au maximum notre impact environnemental lorsqu'on est parti de notre intervention. Et donc, ça passe par des traitements les plus propres possibles, mettre le moins possible de produits, donc des traitements qui soient ciblés. Les larves encore dans le nid peuvent être consommées par les oiseaux, donc ça c'est uniquement si on a utilisé du pyrètre végétal, parce qu'au contraire, si on a utilisé des péritrinoïdes, eux ils ont une rémanence très longue, donc un produit qui va continuer à être actif dans le temps. Et effectivement, la consommation des larves par les oiseaux va pouvoir entraîner une contamination secondaire et peut effectivement représenter un risque pour les oiseaux. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à travailler, en tout cas sur des nids en milieu naturel, avec du pyrètre végétal. Alors, les nids peuvent être compostés ou éliminés. Donc, compostés, ça c'est uniquement si vous avez un bac de récupération et si vous avez utilisé du pyrètre végétal. Si vous avez utilisé une autre molécule type permétrine, tétramétrine, cypermétrine, ça doit être récupéré dans un circuit bien spécifique, d'accord, qui est donné pour les déchets industriels en contact avec de la chimie. Donc, ça ne va pas en déchetterie, ça ne va pas dans la poubelle de votre client, ça ne va pas dans la poubelle ménager. Ça doit être collecté et ça doit être récupéré par une société spécialisée. Et cette société spécialisée, j'attire aussi votre attention là-dessus, elle doit vous fournir la preuve de cette récupération. Parce que si un jour vous avez un contrôle, on vous demandera où sont passés vos nids, où sont passés vos emballages de produits, comment vous avez fait pour les retraiter. Donc ça, pour vous, c'est un gage déjà de qualité, de sérieux, et puis de sécurité par rapport à votre entreprise en cas de contrôle. Voilà. Donc, ça, c'était important de le dire, je pense, sur le retraitement des nids. Eh bien, je crois que j'en ai fait à peu près le tour sur l'intervention. Alors, bien évidemment, je suis allé vite. Je ne me suis pas appesanti sur les détails, sur plein de choses qu'on voit en formation. La formation, elle dure 2 jours, donc forcément, ce n'est pas en quelques minutes qu'on peut résumer tout ça. L'idée, c'était simplement de refaire un point très global sur comment est-ce qu'on gère une intervention 3D avec des hyménoptères, bien prendre conscience que c'est une intervention qui n'est pas comme les autres. Il y a des risques de piqûre, les risques de chute et d'autres risques qui se rajoutent également. Donc ça, c'est vraiment important, la sécurité. Et la sécurité, c'est aussi d'avoir du matériel qui soit bien adapté pour vous, si vous êtes indépendant, si vous êtes responsable de l'entreprise, mais aussi pour vos salariés qui travaillent. Voilà. Du coup, donc, ces formations, elles ont lieu sur 2 jours, je vous le disais, d'accord. On vous a mis les prochaines dates. Donc, on a essayé de répartir ça un petit peu partout en France, de façon à ce que vous ayez le moins de kilomètres possible à faire. Donc, c'est nous qui nous déplaçons au plus près de chez vous, un peu partout en France, pour vous accueillir sur ces formations. Donc, je le répète, qui durent 2 jours. Donc, des formations qui sont très complètes. On a aussi, ça je ne l'ai pas dit, l'occasion dans ces formations de tester une grande partie du matériel qui est mis à disposition par les distributeurs. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça veut dire qu'avant d'investir, vous allez pouvoir essayer des combinaisons. Vous allez pouvoir voir si elles correspondent à votre morphologie, est-ce qu'elles correspondent à vos attentes terrain. Vous allez pouvoir essayer aussi plein de perches, les perches en carbone, les perches en alu, faire la différence, le pour, le contre, etc. Et ça, c'est hyper important pour faire des investissements en toute connaissance de cause et pas cliquer sur un site internet en se disant on verra bien si ce que je reçois, ça correspond à ce que je veux. Voilà Nico. Alors, je vais rebondir un petit peu parce que j'ai des questions concernant la gestion de déchets là, par rapport aux déchetteries municipales.
Yes. qui aujourd'hui n'ont aucune, aucune faculté normalement à pouvoir récupérer des déchets dangereux professionnels. À savoir que vous êtes aujourd'hui propriétaire de déchets dangereux professionnels, hein, qui doivent être gérés par des centres habilités avec un suivi dans Track Déchets. Ça, si demain vous avez un contrôle de la DREAL sur le suivi des déchets, parce que l'année dernière, il y a une vingtaine de nos clients qui ont été contrôlés par la DREAL, si vous n'êtes pas capable de pouvoir justifier de collecter et de retraiter vos déchets dangereux, vous êtes mort. Alors, les collectes de déchets des sociétés, hein, vous avez Click Eco, vous avez Chimirec, vous avez les groupes Veolia. Enfin, aujourd'hui, des personnes, en tout cas des sociétés qui gèrent les déchets chimiques, vous en avez quand même beaucoup. Donc ça, j'insiste bien là-dessus parce que c'est des choses que je vois encore de trop. Et aujourd'hui, les déchetteries municipales n'ont pas à gérer ce type de déchets-là. Donc vous êtes des professionnels. Et vous devez pouvoir suivre vos déchets. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec les déchetteries municipales, malheureusement. Et en cas de contrôle du ministère de l'Environnement, vous êtes mort. Je préfère vous prévenir. Voilà, voilà. Alors, merci en tout cas, Ben, pour ce petit parti. C'est vrai que ça donne l'eau à la bouche pour pouvoir participer à nos formations Guêpes Frelon, où on a quand même une grosse partie pratique. La deuxième journée, en tout cas, c'est vraiment de la pratique. C'est quand même top. Donc, moi, en tout cas, j'adore ce que Ben fait, ce que Robin fait et tout. C'est vraiment top. Donc, c'est vrai que c'est nickel. Alors, on a aussi dernièrement fait d'autres typologies de formation technique. Alors, j'en profite de vous avoir sur tout ce qui est formation sur les fourmis, parce qu'on va avoir des grosses saisons fourmis. Pareil, le moustique. Le moustique, on n'en entend pas parler, mais ça fait 5 ans que je dis à mes stagiaires que ça va nous péter à la figure dans peu de temps. Et là, on est en plein dedans. Donc, on a des formations spécifiques moustiques. Donc, on a fait fourmis, des chenilles processionnaires aussi. Moi, je sais que quand on fait Guêpes Frelon, on est assez proche de la gestion des chenilles pro également. Donc, tout ça, en tout cas, n'hésitez pas en fonction de vos besoins. On est là au quotidien. On a aujourd'hui toute une team de formateurs qui sont en plus là aujourd'hui avec nous. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site easypest.fr. Il y a plein de bonnes choses. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est top. Moi, je suis fier des équipes avec lesquelles on travaille. Je suis fier de bosser avec toi, Ben, parce qu'on a vraiment, enfin voilà, on a la même vision. On est là pour faire monter le métier vers le haut. Moi, comme je vais rajouter ce que mon Gilberto me dit simplement, les bassouilles qu'on peut voir à poudrer dans tous les sens. Eh ben, nous, on est là effectivement pour leur prendre conscience qu'il faut faire très gaffe. Et on est vraiment là pour faire porter le métier pour être les plus pros possibles. Alors, c'est vrai que parfois, ça pique un peu, mais c'est pas grave. On est là pour dire les choses comme elles le sont. Voilà. Et j'insiste bien sur cette notion de lutte raisonnée. Faites bien attention quand vous mettez en place un protocole, faites en sorte d'être des snipers et pas de balancer de bazooka avec des produits dans tous les sens. Voilà. Mais à savoir plus, que vous êtes sur les produits biocides, pas sur les phytos. Sur les produits biocides, c'est pas la même réglementation. Voilà. Mais Donc, pour rebondir sur ce que tu dis, Nico, effectivement, enfin, en discutant avec des stagiaires, avec des gens qui sont aussi plus confirmés, c'est tellement valorisant de savoir ce qu'on fait, de travailler proprement et d'avoir du coup aussi des retours clients qui sont tellement satisfaits de ce qu'on a fait. Donc, de toute façon, c'est vertueux pour tout le monde. C'est vertueux pour vous parce que vous êtes fiers de votre boulot. Vous êtes fiers de travailler proprement et correctement. Et derrière, je vous assure, vous aurez des retours clients qui seront excellents. Et les gens, ils feront appel à vous à chaque fois parce qu'ils ont été satisfaits de votre prestation. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Et je vous engage vraiment à adhérer à cette démarche alors, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais vraiment d'adhérer à cette démarche d'avoir des connaissances dans ce que vous faites. Je pense que Nico, tu as la même vision que moi. Le certibiocide, c'est un premier pied que vous mettez dans la 3D, mais ce n'est pas une formation technique. Ben oui, voilà. C'est une porte d'entrée pour pouvoir appliquer les produits biocides. Après, ça ne vous dit pas, à un moment donné, même si nous, on essaie de le faire dans le biocide, déjà de vous apporter un bon vernis. Mais après, la technicité, ça, c'est pas en biocide qu'on va aller dans le détail. Même si parfois, vous demandez, ouais, pour vous faire plaisir, on va rentrer un peu dans le truc. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde et on ne peut pas rentrer dans le détail de tout. C'est pour ça qu'on a nos formations techniques. Aujourd'hui, on rentre dans le détail, on va dans le vif du sujet.
Et c'est là qu'il faut nous rentrer, entre guillemets, on sort de notre zone de confort. Exactement. C'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant. En tout cas, Ben, merci beaucoup. J'adore le côté binôme comme d'hab, c'est toujours top. Merci à vous. On se dit à très vite pour les prochains webinaires. Hein. Donc, on en fait quand même très régulièrement sur différents sujets. D'ailleurs, je crois qu'il va y en avoir un prochainement sur le moustique également. Hein, on va être en plein dedans. Donc, en tout cas, merci à vous de nous suivre au quotidien. Comptez sur nous, en tout cas, pour faire bouger le métier dans le bon sens. Hein, en tout cas, on y met beaucoup d'énergie. Et ça, c'est ce qui est le plus important. On y met notre cœur. Voilà. On vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de soirée. Pour le webinaire, c'est généralement donc, sur YouTube Easy Group que vous allez retrouver nos webinaires. Et en tout cas, on vous dit à bientôt. Comme disait l'autre, hein. Ciao, bye bye. À bientôt.